Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, Les Clés du Maroc. Aujourd'hui, je reçois Mohamed Berrada, architecte à Casablanca, qui a démarré ses études à Bruxelles avant de revenir au Maroc pour y ouvrir son propre cabinet d'architecture. Il va nous expliquer son parcours et l'architecture au Maroc. Bonjour Mohamed, merci d'être présent pour ce nouvel épisode des Clés du Maroc. Aujourd'hui, on va faire un focus spécial architecture au Maroc parce que tu es toi-même architecte et donc on avait échangé un peu par hasard sur LinkedIn et bon, après on avait échangé par téléphone et on s'était dit que ce serait une très bonne idée de pouvoir échanger ensemble pour nos auditeurs sur ton parcours professionnel parce que tu as une grande expérience professionnelle et sur comment est-ce qu'on devient architecte au Maroc, l'architecture au Maroc et qu'est-ce que c'est être architecte, on va dire, au quotidien au Maroc. Et puis, on parlera bien sûr du Maroc en général et de l'immobilier. Je te propose que tu te présentes assez brièvement. Et puis ensuite, on pourra parler de ton parcours personnel, de comment tu as commencé architecte. Bonjour Laurence, je te remercie pour cette invitation. C'est vrai que c'était par hasard qu'on s'est rencontrés, mais c'est une belle rencontre de parler d'un sujet quand même passionnant. En tout cas, pour moi, je suis architecte depuis plus de 30 ans. J'ai eu la chance d'apprendre l'architecture dans un cadre où il y a un peu c'était aux Beaux-Arts de Bruxelles, où il y avait un peu toutes les disciplines. C'était pas universitaire, mais c'était une école où on était mélangé un peu avec tout ce qui est art, etc. En plus, Bruxelles, elle avait, disons, jusqu'à aujourd'hui, 3 écoles, 3 courants. Donc, ça permet, je dirais, aux jeunes architectes qui s'inscrivent ou qui font leurs études là-bas, d'être un peu confrontés à la réalité du terrain. J'avoue que lors de certains cursus, on a pu, je dirais pas bloquer, mais critiquer un peu la réalité. Donc, moi, je trouve que la meilleure manière d'apprendre l'architecture, c'est d'être dans le terrain en même temps, entre la théorie et la pratique. Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi jeune la voie d'architecte? Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'était une vocation pour, dès de l'enfance? Ou c'est un accident tu t'es retrouvé architecte et depuis, tu es resté architecte? Ben, je te cache pas que ça a certainement l'influence du papa, qui était designer de chaussures. Donc moi, tout petit, je passais un peu mon temps après l'école dans son atelier et je voyais un peu ce qui se tramait avec les formes, les couleurs, etc. Et depuis, je rêvais de devenir, je dirais, dans la création. Et je te cache pas que j'ai passé 2 étés à tourner en Europe, à choisir l'école qui me convient le plus, où il y a, je dirais, un apprentissage global du métier. Je voulais pas devenir spécialiste, mais je voulais devenir généraliste du bâtiment, donc à pouvoir toucher à tout, à la menuiserie, au design, à la sculpture, etc., et à l'ingénierie. Donc, comme tu le sais très bien, l'architecture, il y a art et technique dedans. Et donc tu te retrouves dans les années 80 à Bruxelles en architecture. Comment c'était quand on est un Marocain qui quitte le Maroc pour ses études, qu'on se trouve à Bruxelles? Est-ce que ça a été un grand changement? Est-ce que c'est une période de ta vie que tu as adorée ou alors il y a des choses que tu as un peu moins aimées? Qu'est-ce que tu retiens de ces années de jeune Marocain des années 80 qui part à Bruxelles faire ses études là-bas? Je te cache pas que mon fils m'a posé la même question il y a Ah, quelques jours. Et je lui dis: «Si c'était à refaire, j'aurais exactement fait la même chose». Parce que la vérité, la vie à Bruxelles était, je dirais, il y avait beaucoup de partage, que ça soit d'une manière, quotidienne ou aussi au niveau cursus scolaire. C'est vrai que c'était très dur. On dormait pas beaucoup, un peu dans la majorité des études universitaires. Je dirais pas que c'était spécial à l'architecture, mais la vérité, il y avait une grande découverte et vraiment, on ne se lasse pas d'apprendre et d'aller vers l'avant. Et jusqu'à aujourd'hui, je me sens encore étudiant à aller chercher d'autres informations pour accompagner mes clients et pour améliorer tout le temps ce qu'on est en train de faire. Et à l'issue de tes études, tu restes en Europe ou tu décides de revenir au Maroc ou qu'est-ce que une fois que tu as ton diplôme en poche, comment est-ce que tu commences ta carrière d'architecte? Moi, je suis parti dire bonjour et remercier mon directeur de mémoire qui travaillait dans une grande agence d'architectes, qui m'a proposé
de participer à un concours pour un mois. Ben, finalement, le mois il s'est transformé en année. Ben, on a gagné ce concours, on a travaillé sur plusieurs projets et normalement, je devais compléter ce partage avec l'équipe belge au Maroc. C'est comme ça que je me suis retrouvé au Maroc. Comme quoi, il faut toujours remercier ses enseignants parce qu'on peut trouver un emploi Exactement. juste après. Et quand tu reviens au Maroc, pour toi, c'était, tu voulais revenir dès le début au Maroc ou tu voulais peut-être vivre une vie d'expatrié, revenir plus tard? Comment ce retour au Maroc s'est fait? C'est-à-dire pour un architecte, on part toujours sur une feuille blanche et sur un terrain nu. Donc c'est un peu ça. En arrivant au Maroc, c'était tout est nouveau pour moi. Donc je voulais tout savoir. Donc j'ai fait un début dans l'administration pour comprendre un peu les rouages des autorisations et des donneurs d'ordre, etc. Et après, j'ai commencé à travailler, à participer à certains concours dans le cadre d'autres bureaux avant de créer le mien. Et tu as travaillé alors comme architecture, souvent on imagine l'architecte que son métier c'est uniquement de dessiner des maisons ou des petits bâtiments. Toi au Maroc, tu as fait un autre type d'architecture qui est un peu plus méconnu par le grand public. C'est tu as travaillé pour un grand groupe automobile japonais et donc à faire plutôt des bâtiments industriels. Comment on se retrouve à faire plutôt des bâtiments industriels que des maisons? Parce que souvent dans l'imaginaire, on pense que l'architecte fait des maisons uniquement, alors qu'en fait pas du tout. Comment ça s'est fait? Souvent, l'architecte, il est dans le challenge. Même une petite maison, il peut la challenger et aller chercher les nouveaux matériaux ou peut-être les nouveaux concepts pour améliorer ou offrir la meilleure prestation. Donc, la vérité, moi, j'étais attiré plus par ce côté industriel où il y a tout de suite la réalité qui vient dans le projet. Donc, il y a la réalité du budget, il y a la réalité du planning et aussi la réalité de la technologie. Parce que là, à travers ce projet, on a dû travailler avec un nouveau concept qui est le pré-contrainte. Et le Ah oui. pré-contrainte, à l'époque, était très, très méconnu au Maroc et il y avait ses avantages. Donc, comme je te disais tout à l'heure, l'architecte, il reste architecte et ingénieur en même temps pour pouvoir offrir le maximum et optimiser le projet qu'il offre à son client. Donc là, à travers ce projet, on a développé des portées, on a développé un nouveau concept et il y a plusieurs, je dirais, industries qui sont nées après ça parce qu'on s'est rendu compte que c'est un concept très intéressant et qui permet d'exporter et qui permet de libérer le bâtiment. Et aussi, au niveau coût, il y a une rapidité extraordinaire mais c'est sûr qu'il y a quand même un savoir-faire qu'il fallait apprendre, qu'il fallait approcher. Et c'est ça, ce qui m'attire le plus souvent, c'est d'aller toujours apprendre et à découvrir des nouveautés à travers chaque projet. Juste et pour les personnes qui ne maîtrisent pas tout le jargon dans l'architecture, le pré-contraint et le porté, en quelques mots, juste pour que les gens comprennent en quoi c'était une technologie à l'époque qui était complètement nouvelle. Souvent, le concept classique, c'est des poteaux-poutres. On vient avec un plancher ordi classique et ça permet d'avoir des portées, c'est-à-dire entre poteau et poteau de 5 à 6, 7 mètres. Alors qu'avec ce précontraint, le précontraint, c'est des poutres qui permettent de ne pas avoir de poteau intermédiaire et qui libèrent l'espace industriel pour avoir des machines et pour optimiser l'espace intérieur. Souvent, c'est une technologie complexe, mais ça permet d'aller très vite pour construire. Un industriel, il est très pressé. Mmh. Il doit mettre ses machines et fabriquer rapidement. Le temps, c'est l'argent. Donc, il a un budget, il a un délai, il doit absolument les respecter. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait à l'époque une entreprise marocaine qui pouvait offrir ça. Donc, au lieu de passer 3 ans à fabriquer un bâtiment de 18 000 mètres carrés, on l'a fait en une année. Donc là, ça permet parfois de gagner un temps fou, même s'il y a parfois un petit surcoût, mais n'oublions pas que le temps, il a beaucoup de valeur pour un industriel.
Surtout 2 ans, effectivement, c'est 2 ans de perdu en production, donc ça, Exactement. je pense que le léger surcoût a été absorbé assez rapidement. Et comme tu es très curieux, à chaque fois tu t'intéresses à plein de choses, ça t'a permis de gagner un prix en 98, Grand Prix de l'architecture marocain, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a eu un avant-après ce prix, ou est-ce que ça a suivi une logique, une logique du travail qui fait qu'il n'y a pas eu un gros choc entre le avant-après de ce prix? C'est-à-dire à cette époque, on a commencé à encourager la jeune architecture marocaine. Moi, j'ai eu la chance de gagner ce prix sur mon premier projet, au fait, sur la base d'une clinique. Et automatiquement, ça, c'est-à-dire, je dirais, c'est un encouragement. Mais je ne crois pas que ça a changé en quelque chose avant et après, parce que je crois que quand on est un peu attiré par sa passion, je ne crois pas. Bon, c'est vrai que ça encourage, ça permet d'être, je dirais, d'être félicité par la profession, mais ça change rien. Au contraire, ça donne envie d'aller encore plus loin et d'offrir un maximum de capacité à nos clients. Et dans ton parcours professionnel, dans les années 2000-2004, tu fais une parenthèse du Maroc. Tu es parti au Canada, à Montréal, dans la province du Québec. Euh, Pourquoi être parti aussi loin et dans un pays où il fait un peu plus froid l'hiver qu'au Maroc? Ben, je cache pas que c'était pour travailler sur un projet. J'avais une relation professionnelle avec un groupe d'architectes canadiens et eux, ils travaillaient sur un projet à Dubaï. Et ils avaient besoin de pouvoir faire une architecture un peu occidentale, mais avec c'est-à-dire, ils voulaient mélanger un peu pas les styles, mais être complémentaires sur la conception. Et moi, l'idée m'a intéressé, la vérité. Et j'ai dit pourquoi pas. C'est toujours les challenges, comme je le disais tout à l'heure. Et là, je suis parti dans un pays que je connaissais pas du tout, avec une architecture complètement différente. Mais j'étais heureux de découvrir que la façon de voir l'architecture n'est pas différente. C'est-à-dire, quand on est passionné, on travaille de la même manière. Et j'ai eu la chance de travailler dans une grande équipe entre plusieurs projets, entre Dubaï, en Chine, etc. Et c'était une très belle expérience qui m'a donné plus d'énergie aussi plus tard au retour au Maroc. Justement, parlons de ce retour au Maroc. Donc, tu reviens avec ce challenge, encore un challenge réussi, une nouvelle énergie. Et donc là, tu vas lancer ton cabinet dès ton retour, ou comment ça se passe? Tu le lances tout de suite ou tu attends un petit peu avant de lancer ton propre cabinet? C'est-à-dire, après 4 ans, je ne dis pas qu'on change, mais on regarde les choses autrement. Et je me suis rendu compte que le Maroc, il est en pleine expansion et qu'il faut peut-être former une équipe ou ou diriger ou faire partie d'une équipe où il y a tous les métiers du bâtiment, à savoir l'architecte, le designer, l'ingénieur, le climaticien, le thermicien. Et c'est comme ça que Arpio est né, pour pouvoir offrir un service global à nos clients. Pour ne pas dire, il y a juste l'architecte et les autres, ils font le reste. Parce que l'architecture, c'est un global. On offre l'architecture, on n'offre pas l'architecture. On ne peut pas la dissocier et offrir un petit bout de l'architecture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Arpio, dans ton cabinet, tu as internalisé quasiment beaucoup de métiers pour proposer une sorte de package complet aux promoteurs, aux constructeurs, aux particuliers. C'est-à-dire, avant, je conseillais les clients d'aller chercher d'autres compétences complémentaires. Comme tu le sais bien, quand on conçoit un bâtiment, il y a tellement d'intervenants dedans. Beaucoup. C'est-à-dire, parce que nous, on a toujours travaillé, considéré l'acte architectural comme comme une stratégie globale depuis le début jusqu'à la fin. Donc, pour pouvoir cadrer ça d'une manière qualitative et dans le temps, parce que le temps a beaucoup de valeur aussi. Donc là, on s'est dit, pourquoi ne pas offrir un package complet au client pour qu'il se retrouve juste en face d'un chef d'orchestre qui est Arpio et qui peut lui offrir tous ces services intégrés ou internes, cadrés par nous-mêmes, pour justement pour pouvoir optimiser tous les détails, optimiser le coût aussi, et aussi pouvoir toucher certains facteurs comme l'environnement,
comme l'énergie, comme la gestion du chantier, la gestion du temps, tout ça, maintenant, on arrive à le faire et à le gérer pour nos clients. Et vous êtes combien chez Arpio à peu près? Une dizaine, on est Ah oui, pour quand même, l'instant une quand c'est dizaine. un cabinet qui... C'est-à-dire, mais la majorité, ils viennent de partout. C'est-à-dire, il y a plusieurs profils différents. Et moi, j'ai toujours cru que l'architecture, c'est comme une symphonie où il y a tellement de musiciens et chaque musicien est spécialiste dans son domaine. Donc, on ne peut pas répéter la même chose tous et tout le monde a tort et tout le monde a raison au niveau de notre bureau. Et c'est comme ça qu'on avance avec notre client. Et en termes de projets d'architecture que vous faites, est-ce qu'il y a vous faites de tous les projets ou que des, enfin peut-être des grands, enfin un peu j'ai essayé de vulgariser, des grandes tours, que du bureau, des commerces, des entrepôts. Qu'est-ce que c'est quoi le projet type que tu réalises? La vérité, au niveau d'Arpio, il n'y a pas de petit ou grand projet. C'est-à-dire, on peut s'attarder sur un petit projet. Quand je dis petit, c'est par rapport au budget ou par rapport à la taille. Par exemple, dernièrement, on était appelé à participer à une consultation restreinte pour un client et sur un terrain quand même de 10 hectares. Donc, nous, on arrive avec un cahier de charge. Ben, nous, qu'est-ce qu'on a proposé? On a proposé de revoir le cahier de charge parce que pour nous, l'acte de bâtir ou le concept architectural, il démarre pas avec le dessin. Il démarre avant le dessin pour définir cette stratégie. Et on a dit au client, si vous construisez juste la même chose que votre voisin, c'est quoi la différence? Nous, on a toujours cherché la différence pour le client. Automatiquement, on a remis en cause son cahier de charge et on a intégré les équipements, les logements, et on a presque sorti la voiture du quartier pour essayer de créer un quartier modèle où il y a une économie d'énergie, où je dirais même partage d'énergie à travers les bâtiments. Voilà. Et tu arrives souvent à faire changer d'avis un client, parce que moi avant j'étais dans enfin, plutôt du côté de tes clients entre guillemets, et bon bah c'est toujours assez compliqué de changer d'avis sur un projet, surtout que j'imagine que 10 hectares c'est que c'est plutôt un gros projet. Tu as beaucoup de clients qui t'écoutent et disent bon bah on va écouter l'architecte, c'est peut-être lui qui a raison, ou c'est comme compliqué de faire changer les gens d'avis une fois qu'ils ont leur idée arrêtée. La vérité, on a un outil qu'on utilise très souvent au bureau et qui nous permet d'aller très loin avec nos clients, c'est la créativité. On s'est rendu compte que la créativité n'est pas opposée à la réalité ou à la valeur ajoutée qu'on peut transformer pour notre client. Donc, automatiquement, on démarre avec cette créativité pour trouver un maximum d'idées et un maximum de conseils, parce on trouve que l'architecte, avant d'être, je dirais, faiseur de plan, il est conseiller de son client et il doit lui dire, d'ailleurs au Canada, même si votre client n'est pas d'accord avec vous, vous continuez à rester responsable technique de votre client. Donc là, c'est-à-dire nous, on continue, on n'arrête pas à le conseiller quand on est convaincu de l'idée, parce qu'il est là pour, je dirais, pour réaliser un projet où il y a un bien-être de tout le monde et il y a une rentabilité, parce que là, c'est un acte, je dirais, d'investissement. Faire un bâtiment, c'est un acte d'investissement. Et nous, on a tous les outils, que ce soit informatique, maquette, on utilise tous les moyens pour convaincre notre client quand on est convaincu nous-mêmes de la chose. Et est-ce qu'il y a un ou deux projets, on va peut-être pas tous les lister, c'est tes projets, on va dire, coup de cœur, pour lequel tu es très fier, enfin, pour lequel tu pourrais parler dans ta carrière de projet ou un projet qui t'ont... Euh, Par exemple, dernièrement, on a fait un des premiers unités industrielles décarbonées du Maroc ou peut-être d'Afrique, où le client, c'est un industriel. Et comme tu le sais très bien, l'industriel, il est pressé et veut mettre le maximum d'énergie et de budget dans la machinerie, pas dans le bâtiment. Mais nous, on a réussi à le convaincre que le bâtiment, il a un coût. Et le bâtiment permet aussi de préserver la productivité. Donc, si les ouvriers et les gens qui y travaillent, le personnel qui y travaille, se sent bien, ils produisent plus et il y a moins de personnes qui s'absentent. Et en plus, un bâtiment, il faut le chauffer, le climatiser. Donc, nous, on a misé sur le bâtiment et aussi sur l'image de marque du client. Et finalement, on a réussi à le pousser jusqu'au bout
pour pouvoir le convaincre de mettre de l'énergie aussi dans l'économie d'énergie de son bâtiment. Et tu parles beaucoup de développement durable ou de manière indirecte. Ça, aujourd'hui, chez Arpio, c'est un choix qui a été fait par conviction pure, ou c'est aussi parce que c'est une demande peut-être de certains investisseurs étrangers qui ont l'habitude sur les marchés occidentaux d'avoir des labels de performance énergétique. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette voie à être assez, je sais pas si c'est assez en avance, mais sur le côté développement durable des bâtiments? Ben, je ne te cache pas que lors de mon cursus scolaire, disons universitaire, un de mes profs était déjà à la pointe, bon, il y a quand même plus de 30 ans, et lui, il habitait déjà une maison, je dirais solaire, à l'époque. Ah oui, c'est Donc, et ça fait, c'est-à-dire l'environnement, préserver l'environnement, ça fait partie de l'ADN du bureau depuis toujours, depuis que j'exerce. Et on ne peut pas vivre sur Terre sans donner, je dirais, un coup de pouce à la préserver. Et en plus, on se rend compte, par exemple au Maroc, que tout ce qui est gratuit n'est pas très utilisé. Je parle du soleil, je parle du vent. Les gens se protègent du soleil, alors que le soleil, c'est un allié extraordinaire. Le vent, les gens se protègent du vent. Non, le vent, nous, on l'utilise pour ventiler le bâtiment. Et on peut utiliser la géothermie, le sol, pour pouvoir fabriquer des choses. On peut aller chercher la fraîcheur, la chaleur. Il y a tellement de choses. Il suffit de bien orienter un bâtiment pour pouvoir gagner de l'argent et économiser de l'argent en hiver, en été. Mais par exemple, sur un projet à Rabat, pour un projet scolaire, c'était une exigence de pouvoir respecter des labels. Mais là, nous, on a travaillé avec les matériaux locaux et on a fait presque pas de chauffage, pas de clim pour un bâtiment scolaire. Et c'est bien que tu parles un peu des surcoûts, mais qui peuvent entraîner en fait des grosses économies. Souvent, dans les bilans, quand tu fais une opération d'immeuble ou de maison, on voit que le coût de construction, enfin, c'est celui qui retient le plus l'œil. Et souvent, les coûts d'architecture, d'assistance à maîtrise, d'exécution d'ouvrage, souvent, c'est sur ces postes-là qu'on essaie d'économiser un petit peu. Or, dans mon expérience personnelle, souvent, un bon architecte, il est capable en fait je vais pas dire faire gagner de l'argent, mais au moins d'en faire économiser, et que parfois on a tendance à vouloir économiser sur le poste de l'architecte en voulant un peu le serrer au maximum, et que finalement un architecte qui dessine bien, qui optimise bien les bâtiments, ça peut faire des grosses économies. C'est un bâtiment bien optimisé, il y a peut-être moins de béton pour la même surface, voire même un meilleur cadre de vie, donc ça se calcule pas forcément. Toi, tu as des exemples comme ça où tu as fait économiser de l'argent à tes clients, parce que le plan a été mieux pensé que certains. Bah, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'architecte, je dirais, il est le premier partenaire, le premier conseiller du client et le dernier à quitter les lieux. Donc, automatiquement, si il est considéré comme conseiller, ben, il donne le maximum, il regarde tous les angles. Et c'est là on arrive à réfléchir ensemble avec le client pour pouvoir optimiser les techniques, parce que il suffit d'utiliser une technique par rapport à une autre. Là, on perd déjà de l'argent. Parce que l'entreprise, quand il vient, une entreprise, elle est là pour exécuter. Elle est pas là pour réfléchir. Donc, celui qui réfléchit avec le client, c'est l'architecte et l'ingénieur. Donc, automatiquement, on est là pour réduire le coût, d'abord pour optimiser, pas pour réduire, mais pour optimiser le coût de l'ensemble du bâtiment. Donc, souvent, quand on réduit un peu les honoraires des architectes, des ingénieurs, je dirais, c'est le client qui est perdant parce qu'il réduit leurs tâches. Il n'est plus à la bas, en amont et en aval. Il fait juste un petit bout de chemin avec le client. Et c'est là où le client perd de l'argent. Et c'est là où il risque d'avoir un mauvais investissement, alors qu'il est là pour gagner aussi de l'argent. Effectivement, je confirme, parce que parfois tu as des choix techniques faits par l'architecte qui sont invisibles entre guillemets à l'œil nu du client ou de son utilisateur, et qui finalement vont faire des vraies économies, que ce soit comme tu as parlé de l'énergie, qui aujourd'hui l'énergie coûte de plus en plus cher, et partout dans le monde, et ça va continuer à augmenter. Un bâtiment qui est mieux isolé, mieux orienté, ne serait-ce que par rapport au soleil,
peut soit économiser du chauffage quand on a besoin dans certaines régions, ou alors te préserver des vagues de chaleur. Et ça, c'est des coûts sur du long terme, parce qu'on oublie que parfois que certains architectes avec qui parfois je travaillais un peu plus tôt dans la carrière, oublier que parfois il y a des gens qui soit travaillent dans le bâtiment qu'ils vont construire, soit y vivent, et que c'est très beau de l'extérieur, mais que de l'intérieur, c'est pas optimisé pour vivre. Et que pour moi, un bon architecte, c'est des gens qui vont se prendre du temps, être créatifs, très créatifs parfois, et trouver des solutions pour que on s'y sente bien, et que le logement est parmi le premier besoin ou second besoin de l'homme. Après avoir mangé, il lui faut un toit, et parfois on oublie que que c'est des choses élémentaires. Quand on habite chez soi, même si on travaille à l'extérieur, on y passe au moins un tiers de son temps, voire plus. Quand on travaille dans des bureaux, c'est l'autre tiers. Donc en fait, on passe beaucoup de temps dans les bâtiments, et qu'effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, des bâtiments bien pensés, dans lesquels on se sent bien, que ce soit pour y vivre ou pour travailler, ça participe à une harmonie de soi et même d'une société. Tu sais, dernièrement, lors d'un projet industriel, j'ai demandé au client de visiter sa première unité industrielle. Moi, je lui ai donné rendez-vous au mois de juillet, disons c'était le mois de juillet, et je lui ai dit, est-ce que je peux passer vers le coup de 2 heures, 3 heures de l'après-midi? En arrivant dans son atelier, il m'a dit, pas de photos. J'ai dit, non, je ne suis pas là pour les photos. J'ai regardé que la majorité des ouvriers, disons, du personnel qui travaillait, transpirait. Ils étaient dans une... Bon, les machines, ils sont insensibles à ça, bien sûr. Et encore. Et on oublie, et encore, mais c'est vrai que... et là, je me suis rendu compte qu'au niveau productivité, il perd beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de réduire le coût dans son premier bâtiment, de réduire le coût des fenêtres. Parce que c'est vrai que les industriels détestent la lumière qui rentre par les façades. Ça dérange, c'est vrai, mais on oublie que la lumière du nord, elle est la meilleure pour pouvoir travailler parce qu'il n'y a pas de rayons solaires. Mais malheureusement, on n'accorde pas beaucoup d'importance, comme tu viens de dire, à l'orientation, alors qu'en hiver, par exemple, il suffit de placer des arbres caducs, à feuilles caduques, qui perdent leur feuillage, pour ceux qui ne savent pas, l'hiver, mais qu'ils en ont l'été. Donc, vous voyez, la nature est tellement bien faite qu'on n'a pas besoin de rajouter des choses. On peut se protéger du soleil l'été et avoir du soleil l'hiver. Si c'est l'orientation est-ouest, le sud, on n'en a pas besoin, et le nord, c'est la meilleure orientation. Donc là, en visitant ces unités, je lui dis, je suis désolé, vous climatisez vos unités industrielles. Pour là, normalement, vous n'avez pas besoin, il suffit d'une ventilation naturelle, mais ça dépend de l'orientation. Là, tout de suite, il était convaincu, il m'a sorti sa note. Je t'assure, c'était autour de 1,5 million de dirhams par mois. J'ai sauté au plafond, j'ai dit, mais quand même, là, on a réfléchi et pour sa prochaine unité industrielle. Mais, comme je te disais tout à l'heure, l'architecte et l'ingénieur, ils peuvent réfléchir sans demander tout le temps des détails au client. Là, nous, on a rajouté, sans qu'ils le sachent, au niveau de la structure, le poids des panneaux photovoltaïques. 6 mois plus tard, au cours du chantier, il nous a demandé. On lui a dit, on a déjà pensé à ça. Et c'est ça, le gain de la maîtrise d'œuvre quand ils sont des professionnels qui ont l'habitude de travailler. Ils n'ont pas besoin que le client les rappelle chaque fois, est-ce que tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, tu as oublié ça. Au contraire, on est là pour soulager le client. Et le client, on doit l'accompagner dès le début à prendre des décisions parce qu'une fois sur chantier, c'est très difficile de changer des choses qu'on a ratées au niveau du plan, au niveau de... C'est comme un bateau, une fois qu'il est lancé, Voilà. c'est compliqué de le faire freiner, ou de le faire dévier. On peut bouger de quelques degrés, mais il n'y aura pas de révolution en cours de chantier, ou alors quand il y a une révolution, c'est qu'il y a eu beaucoup de très gros problèmes, et là, on est plutôt proche de la catastrophe industrielle Voilà. que... D'ailleurs, tu vois bien que l'architecte, une des missions de l'architecte, c'est le permis de construire. Ce n'est pas sa mission principale. Au contraire, c'est la petite mission. Alors que la grande mission, c'est avant et après le permis de construire. Et c'est là où le client, il peut fabriquer un bâtiment qui peut durer 20 ans, 30 ans. Et c'est là où il y a le retour d'investissement et la valeur ajoutée des vrais professionnels. Ce n'est pas au niveau du permis de construire. Ça, c'est rien.
Et puis finalement, tu as raison parce que pour tout ce qui est bâtiment industriel, bureau, souvent derrière, c'est plutôt des gros investisseurs, plutôt institutionnels, qui eux vont regarder effectivement le coût d'achat de construction. Mais ce qui est important après, c'est le coût d'exploitation. Si tu payes extrêmement cher en énergie pour pouvoir climatiser ou pour pouvoir chauffer, Ouais. indirectement, ton bâtiment perd de la valeur. Donc, soit il vaut moins cher en valorisation, soit même les loyers sont moins chers parce que le locataire doit payer beaucoup plus cher pour se chauffer ou pour se climatiser. Donc, il y a même un enjeu économique pour tous ces acteurs de bien optimiser dès le début un bâtiment. Et que, effectivement, on a fait, je pense partout dans le monde, beaucoup d'erreurs sur le côté non durable de certains bâtiments. Mettre que du plein sud parce que c'est mieux. Alors, en France, on l'a beaucoup fait, mais on s'aperçoit quand on est plein sud avec des grandes fenêtres, l'été, c'est une véritable fournaise, et que même la clim aide, mais à un moment, l'énergie coûte cher, et ça va pas s'arrêter. Donc, effectivement, parfois des choix presque anodins, voire même presque bêtes, j'ai envie de dire, mais ça change tout. Ouais. Moi, le meilleur exemple, c'est l'orientation. Tu parlais de mettre de la végétation, des arbres à feuilles caduques. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup végétalisé. Du moins en France, c'était une erreur des dernières années. On a presque trop bétonné les sols. Et là, il y a un virage qui s'est fait qui prend du temps parce que ce qui est construit est construit. Et qu'on oublie parfois que juste de bien végétaliser, ça crée des îlots de fraîcheur. Et outre le vert, ça apaise l'homme. Mais par exemple, sur le projet de lycée Descartes à Rabat, normalement, à la base, on devait partir avec un label. Ben, moi, j'ai réussi à convaincre le client que le label, c'est un standard international qui peut être à Kinshasa ou à Paris ou n'importe, mais qui n'est pas propre à une ville. Nous, par exemple, quand on a fait un hôtel à Dakhla, on a réfléchi autrement que quand on fait un hôtel à Tanger ou à Casablanca, tout simplement. Pourquoi? D'abord, C'est pas le même climat. l'orientation, c'est pas le même climat. Et là, on a démontré aux clients qu'on peut faire un bâtiment rien qu'avec le soleil et le vent de Rabat. Et on a obtenu même un prix international et on a été publié sur plusieurs revues, alors qu'on n'a ni label, et c'est un bâtiment, on s'est basé sur la chaleur des enfants le matin en hiver, après 20 minutes, quand vous avez 20 gamins, ben ça chauffe la classe. Et on s'est rendu compte aussi à travers certaines expériences, c'est que un bâtiment bien conçu, par exemple scolaire, permet d'améliorer, d'ailleurs il y a plusieurs études et statistiques là-dessus, par exemple en Angleterre, on a démontré qu'un bâtiment bien conçu, un bâtiment scolaire bien conçu, permet d'améliorer entre 16 et 20% la concentration des enfants, donc leur intelligence, et le temps de passer à l'école. Donc, c'est-à-dire, ils viennent aussi par plaisir pour travailler, pas spécialement. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de paramètres que l'architecte peut toucher pour améliorer un cadre, que ce soit le bien-être en logement ou le bien-être en école, parce qu'il y a des enfants, à l'usine pareil, à l'hôtel pareil. Donc tout ça, et chaque projet est différent. On peut réaliser le même projet dans la même ville, mais il suffit de changer d'orientation, comme tu l'as dit, et tout change. Voilà. Et puis en plus, les 15 à 20% d'optimisation, comme tu disais, pour les écoliers en concentration, en performance en scolaire. Sur un bilan économique, il n'y a pas de ligne pour ça, pour dire ce bâtiment, il va rendre les gens plus heureux, être plus efficaces au travail. Ouais. Effectivement, travailler à l'usine et transpirer dès le matin à 10h. J'imagine qu'on est moins performant et que c'est même moralement, mentalement plus difficile que lorsqu'on est dans des bonnes conditions à 19 degrés, Exactement. qu'on soit derrière un bureau ou derrière une machine. Toi, donc, par rapport au Maroc, tu as commencé il y a 30 ans. C'est quoi les changements que tu as vus sur le métier d'architecte en lui-même en 30 ans au Maroc? Est-ce qu'il y a des grandes révolutions ou plutôt des évolutions? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Ce qui est extraordinaire au Maroc actuellement, c'est qu'il y a toute une, je dirais, il y a, ça bouge de partout, c'est vrai. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jolis projets aussi. Il y a beaucoup de volonté dans ce sens pour améliorer le cadre bâti, pour améliorer les zones industrielles, pour d'autres, etc. Et il y a aussi, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de jeunes diplômés architectes qui sont passionnés, qui sont bien formés et qui ont envie d'accompagner ce mouvement. Donc, ça, c'est. Mais, c'est-à-dire, euh, euh,
C'est-à-dire, là, pour l'instant, il y a tout un changement qui permet d'offrir je dirais, aux citoyens, aux utilisateurs de nos villes, beaucoup de nouveautés, d'avantages sociaux. Et je dirais, ça bouge dans tous les sens. Donc ça, c'est déjà, c'est-à-dire, c'est une véritable opportunité pour développer une jeune architecture marocaine qui s'adapte, je dirais pas spécialement une architecture internationale, mais qui respecte un peu le cadre marocain et qui respecte aussi, je dirais, l'environnement marocain. Et ça, il y a beaucoup d'entreprises qui poussent et qui sont prêts. Euh, je suis, je suis agréablement surpris de la vitesse que ça prend, beaucoup de chantiers, dans la qualité aussi, ce qui n'était pas le cas avant. Je me rappelle, les chantiers avant, c'était assez lourd, assez long. Maintenant, c'est rapide, il y a beaucoup de changements dans plusieurs villes et les jeunes sont très volontaires à vouloir changer les choses. C'est ça ce qui est bien. Ouais. Et j'ai envie de rebondir parce que tu as parlé un peu de l'identité architecturale du Maroc. Il y a une sorte d'un peu de débat, j'ai l'impression, entre. Pour moi, il y a le Maroc a une véritable identité architecturale, celle d'origine. Quand on voit des riads, quand on voit des bâtiments marocains, sur Internet, on sait tout de suite, c'est marocain. Il y a qu'au Maroc qu'on voit ça. Et il y a un peu ce débat que j'ai l'impression que comment faire pour conserver cette identité dans les bâtiments neufs contemporains. Là où moi je trouve que d'une manière générale, ça c'est dans toutes les grandes villes du monde, les grands bâtiments de bureaux ou résidentiels sont quasiment tous pareils. Si on isole le bâtiment, qu'il soit à Singapour, alors peut-être Singapour il est très en avance, mais on va dire une grande ville d'Asie, une grande ville d'Europe, que ce soit la France, l'Espagne, l'Allemagne, États-Unis, on prend les bâtiments sans voir leur environnement. C'est très compliqué de savoir où est-ce qu'il est sur une carte. Est-ce que tu penses qu'il est possible de concilier au Maroc les deux, d'avoir des grands bâtiments et qui gardent cette identité marocaine? Moi, je dirais la clé d'un projet, c'est le maître d'ouvrage, c'est le donneur d'ordre. Donc, si le donneur d'ordre ne fait pas confiance à son équipe, architecte, ingénieur et intervenants, il y a quelque chose qui manque au projet, premièrement. Deuxièmement, euh, je dirais, c'est pas les compétences qui manquent actuellement, mais ce qui manque, une certaine vision globale des projets. Par exemple, comme tu viens de le dire, c'est vrai qu'il y a des objets posés sur un boulevard. Bon, peut-être on a limité un peu la mission de ceux qui font des choses, mais quand on fait une ville ou un quartier, on ne peut pas venir demander à chacun de placer son objet. C'est impossible d'avoir une cohérence globale. Donc, si le maître d'ouvrage est convaincu, il est bien conseillé et bien cadré et encadré par les différentes compétences, automatiquement, ça peut donner naissance à des très belles choses. C'est vrai qu'il y a certains bâtiments qu'on voit à Casablanca ou d'autres en façade rideau. C'est vrai, c'est triste de voir des façades rideaux sur plusieurs boulevards de Casablanca, orientés plein ouest, où il y a des gens qui habitent ou qui y travaillent, qui climatisent. C'est vrai que peut-être il faut que je dirais, les pouvoirs publics deviennent un peu plus regardants, plus cadrant certains projets. La beauté d'un projet, c'est certainement pas ses murs rideaux. Et donc, il faut qu'on commence à réfléchir. Et aussi, je crois qu'il faut donner la chance aux jeunes architectes de pratiquer le métier pendant leurs études et de pouvoir, je dirais, mélanger les seniors avec les jeunes et ne pas croire que l'un a raison par rapport à l'autre, mais surtout de pouvoir pratiquer le métier euh, pendant les études pour avoir une certaine réalité. Parce que souvent, je constate qu'il y a beaucoup d'images de synthèse posées sur un boulevard et c'est certainement pas comme ça qu'on va réaliser une ville. Donc là, il faut faire un peu attention et ça serait un peu dommage de revoir encore les machines de climatisation qui vont manger, je dirais, les façades. Et Casablanca a beaucoup évolué depuis 15 ans en termes de développement d'urbanisme et de construction. Est-ce que toi, avec ta vision d'architecte, il y a des choses où tu te dis,
Ah, il y a des choses, si on avait su, on aurait pu faire un peu différemment pour mieux, ou alors il y a des choses à faire pour les 15-20 prochaines années en termes d'urbanisme pour que la ville soit encore plus belle. Le À un moment donné, on remplissait les villes. Le développement d'une ville, c'était la remplir. Depuis un certain temps, on a compris que pour, rendre des gens heureux dans une ville, en plus il y a plein de chiffres qui démontrent la liaison entre l'urbanisme durable et le bien-être, je dirais, et la santé des citoyens, passe par le fait de vider des villes. Donc là, je vois par exemple une ville comme Rabat qui arrive à gérer ce côté plein vide urbain, alors que Casablanca, depuis un certain temps, on a compris qu'il faut vider certains côtés et de tourner la ville vers la mer. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais je dirais, on fait des actes un peu isolés et je crois que le pouvoir public, il doit faire un peu plus confiance aux spécialistes, aux urbanistes, aux architectes, je dirais, aux climaticiens, aux thermiciens, pour fabriquer la ville. Moi, je dirais que ça soit Singapour ou d'autres villes, ce sont des villes, ou Rotterdam, ce que tu veux, c'est pas des villes qu'on a construites par les pouvoirs publics seulement, mais au contraire par les spécialistes à qui on a fait confiance, mais qui ont travaillé d'une manière globale. Par exemple, je prends le trottoir qu'on trouve sur Casablanca, qui a été refait dernièrement, en goudron. Tout le monde sait que le goudron dans une ville, n'importe laquelle au monde, même une ville froide, c'est des îlots de chaleur. Au contraire, il faut chercher une particularité, un peu comme Lisbonne, où on a mis des chutes de marbre sur le trottoir pour pouvoir d'abord différencier le trottoir de la chaussée. Parce qu'au niveau bien-être, on est un peu mal à l'aise de marcher sur le trottoir. Et je comprends les gens qui marchent sur la chaussée parce qu'il y a pas de différence. Deuxièmement, c'est des endroits très durs à utiliser, à exploiter en été, alors qu'on peut très bien trouver des matériaux peut-être moins chers et qui permettent. Il y a aussi le fait de réduire l'impact de la voiture sur Casablanca. La voiture, elle est omniprésente et je crois qu'on a dépassé ce stade. Maintenant, je dirais la ville se développe très bien en matière de transport. Il y a le tram, il y a les bus, il y a tout ce qu'on veut. Il est temps que les gens utilisent un peu les moyens de transport en commun. Il y a certaines villes où le transport en commun, il est beaucoup plus utilisé qu'à Casablanca. C'est vrai que c'est une ville un peu étendue, mais le fait de réduire l'impact de la voiture à Casablanca donnerait beaucoup je dirais, de plaisir aux Casablancais. Effectivement, parce qu'il y a beaucoup de grandes métropoles qui, depuis 10-15 ans, mais là, c'est un phénomène mondial, où la place de la voiture se réduit doucement, mais derrière aussi beaucoup de grands projets d'infrastructure, que ce soit alors des réseaux denses, de tramway, de métro, d'infrastructures lourdes, de transport public, et aussi le développement de pistes cyclables dédiées, protégées, qui permettent d'avoir une alternative par rapport à la voiture. Dans les grandes villes françaises, des villes comme Paris, aujourd'hui, de manière générale, on est beaucoup plus rapide en vélo qu'en voiture. Donc le calcul coût-bénéfice en termes de temps, souvent les gens disent je préfère prendre le vélo, alors sauf s'il pleut, qu'il neige, effectivement c'est pas le bon moment, mais qu'on peut être très rapide et sur des distances beaucoup plus longues. Tu sais, je te cache pas, il y a 2 jours, j'étais au quartier des Habous et j'avais un petit quart d'heure, une demi-heure, je voulais me balader, regarder les bâtiments, mais je t'avoue, pourtant c'est un quartier historique où il y a beaucoup de belles choses, il y avait beaucoup de visiteurs, que ça soit marocains ou étrangers, mais moi j'ai eu un mal fou à marcher, à regarder les bâtiments parce que la voiture, elle est partout. La mobilette, elle est partout. Donc là, à un moment donné, j'ai écourté un peu ma balade et je suis reparti. Mais quand on voit, par exemple, moi j'ai été dernièrement à Bruxelles. Bruxelles, c'est une métropole. C'est le marché européen, etc. C'est, je dirais, c'est aussi grand que Casablanca. Mais j'étais étonné le nombre de piétonniers qui existent. Et en plus, on a limité l'accès au centre. Je me suis rendu compte que là où j'avais mon école, c'est devenu un piétonnier et j'avais un rendez-vous avec un ami. Je t'assure, il a laissé sa voiture très loin. Et je crois qu'il est même venu en train. Il a laissé sa voiture à la gare et il est venu parce que le centre est réservé seulement aux taxis.
Et il faut avoir une carte ou un permis spécial pour pouvoir rentrer. Et en plus, ils ont réussi à réduire la vitesse à 40 km à l'heure. Mais si on fait ça à Casablanca, mais ça va être le bonheur total pour tout le monde. Effectivement, par contre, il faut en amont anticiper que les gens doivent venir en vélo, à pied, en transport public. Et donc, mais c'est un travail de long terme. Malheureusement, à Casablanca, il n'y a pas de piste cyclable, ou très peu, un peu sur la corniche. Et il y a moyen, Casablanca, il y a beaucoup d'espace, on peut encore travailler là-dessus, mais je crois qu'il faut absolument réduire l'impact de la voiture sur la ville. Et ça permettrait peut-être même, je dirais, limiter l'accès du centre historique de Casablanca, qu'on peut reprendre et lui donner une valeur ajoutée. Parce que c'est très beau, bon, il y a des jolis bâtiments, Absolument. et on peut en profiter pour le rendre piétonnier. Et là, ça va permettre aux gens de découvrir un autre centre, alors qu'en voiture, on ne découvre rien du tout. Ça pourrait être intéressant comme sujet, même pour un podcast. Donc, si quelqu'un de la ville de Casablanca, du service urbanisme ou des services politiques veut échanger, qu'il n'hésite pas à me contacter, même en privé, ça pourrait être très intéressant. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a beaucoup de volonté. Mais je dirais que c'est des volontés un peu pas liées. Chacun, il travaille à sa manière, c'est vrai. Mais je dirais, s'ils se mettent en groupe et ils font appel aux spécialistes, et il y en a tellement ici au Maroc, qu'on peut travailler autour d'une table pour une cause commune, c'est de transformer nos villes. On a tellement de belles choses, il y a tellement de choses à reprendre. Par exemple, le quartier des Habous, je ne vois pas pourquoi la voiture y entre encore. On peut très bien enlever tout ça, et c'est un petit quartier qu'on peut reprendre. Et là, même au niveau touristique, on peut y gagner, parce que là, il y a beaucoup de bâtiments, malheureusement, qui sont ignorés et par les Casablancais et par je dirais, les gens qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas leur valeur, qui sont je dirais pas en ruine, mais en état un peu délabré, qu'on peut reprendre à la méthode de Madrid ou d'autres villes. Ça prend un sujet en plus immobilier, de comment on peut reprendre un quartier. Et effectivement, je partage moi, j'ai eu un peu du mal à arrêter la voiture avant, donc c'est un peu compliqué, hein, j'avoue qu'on est habitué. Mais finalement, les deux moyens sont possibles, d'avoir une voiture pour les grands trajets. Et on s'aperçoit finalement que on prenait beaucoup la voiture, dans mon expérience personnelle, pour des petits trajets qu'on pouvait faire soit à pied, soit en vélo. Et après, évidemment, si on est une personne âgée et qu'on ne peut pas se déplacer, effectivement, la voiture reste obligatoire. S'il pleut, prendre le vélo. Alors oui, il y a des gens qui mettent des caouets, des protège-pluie de partout. On peut le faire une fois deux, mais quand il pleut toute la semaine, c'est pas très agréable non plus. Bon, après, Casablanca est comme assez protégé de ce niveau-là, au niveau de la météo. Et avant de passer à la prochaine partie, tu as parlé des jeunes architectes, comme quoi c'est important de les écouter, mais il faut aussi qu'eux écoutent les plus anciens, mais que le meilleur des deux mondes est possible. Si demain, tu devais donner un conseil à un jeune architecte qui veut lancer son propre cabinet au Maroc, si tu avais un conseil que tu lui donnerais, ce serait lequel? Moi, je lui dirais, l'apprentissage au niveau de l'école d'architecture est très important. Et il ne faut pas considérer que le diplôme permet d'avoir un savoir absolu. Là, c'est un ticket pour rentrer dans un nouveau métier, dans un nouveau monde, et qu'il y a tout à apprendre. Donc, l'idéal, si j'ai un conseil à donner à un jeune architecte, c'est de ne pas pratiquer tout de suite son métier, mais plutôt d'accompagner d'autres projets, d'apprendre autour de lui avec des architectes un peu plus expérimentés, ou dans d'autres, ou peut-être même accompagner un investisseur ou un maître d'ouvrage, etc. La meilleure manière d'apprendre, c'est d'aller à la pratique du métier d'une manière globale. C'est vrai qu'on rêve tous d'avoir son bureau, son cabinet d'architecte, et d'avoir décroché des projets, mais moi je dirais, c'est un métier qu'on ne peut pas pratiquer tout seul, parce qu'il y a tellement d'aléas, tellement de responsabilités aussi, que ce soit au Maroc, en Europe, qu'il faut faire très attention. Donc la meilleure manière, c'est de pratiquer avec d'autres avant de pouvoir le pratiquer tout seul. Parfait. Et là, on arrive quasiment sur la fin et j'ai proposé un petit jeu.
C'est des questions flash. Tu peux répondre que par oui ou par non, dans un temps limité. Et après, si parfois il y a des questions, peut-être ça va mériter un peu plus de réflexion qu'un simple oui-non. Et on y reviendra après. Hop, alors attends, je vais prendre une première question flash. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, Eh bien, c'est parti. L'architecture marocaine a une identité propre, reconnaissable à l'international. oui, Dans 10 ans, Casablanca sera une plus belle ville qu'aujourd'hui. oui, Tu as déjà refusé un projet parce qu'il allait à l'encontre de tes convictions. oui, L'IA va transformer le métier d'architecte plus vite qu'on ne le pense. oui, Un bâtiment durable peut également être beau. oui. Tu recommanderais à tes enfants de faire architecture aujourd'hui au Maroc. Euh, oui et non. Voilà, dans ce cas, on va y revenir après. Il y a des projets construits à Casablanca ces 20 dernières années dont tu n'es pas très fier. Pas par toi, mais que tu vois qui ont été développés. Oui, malheureusement. Un maître d'ouvrage qui rogne sur les honoraires de l'architecte finit toujours par le payer ailleurs. Oui, Tu as encore des rêves de projets que tu n'as pas encore réalisés. oui. Parfait. Bon, on arrive sur la fin des questions. On avait une question, c'était il y avait un oui et non, c'était par rapport à tes enfants pour être architecte. Tu les recommanderais? C'était oui, non. C'est-à-dire, c'est un métier passionnant. Je dirais, on apprend tout le temps. Aucun projet ne ressemble à l'autre. Et donc, on est tout le temps dans l'apprentissage. Mais c'est un métier, malheureusement, au Maroc, où le maître d'ouvrage ne voit pas encore la valeur ajoutée de l'architecte. Pour lui, la majorité des investisseurs ou des clients, en tout cas pour certains projets, pas pour tous, heureusement, c'est qu'ils voient l'architecte comme une obligation administrative. Le reste, ils savent faire, avant, après, et c'est là où malheureusement, il y a beaucoup de projets qui sont ratés, il y a beaucoup d'investissements perdus. Donc, je dirais, le métier d'architecte au Maroc, euh, dans 10 ans, peut-être ça serait mieux. Surtout si les pouvoirs publics et les maîtres d'ouvrage, je dirais, comprennent euh, le rôle que l'architecte permet d'offrir. Parce que finalement, on ne peut pas vivre en dehors de la ville. Même quand on prend sa voiture le matin, on traverse la ville. Donc, si la ville est mal faite, automatiquement, on subit la ville. Qu'on soit riche ou pauvre, on subit la ville. Donc, c'est pour cela, c'est pour cette raison que les gens voyagent et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de villes dans le monde, attirent beaucoup de monde parce que d'abord, quand on rentre dans une ville, on n'y paye rien, on ne paye pas de taxes en rentrant, on peut passer une semaine, 15 jours à se balader, à apprécier, à découvrir. Moi, j'étais à Barcelone il y a 2, 3 jours. J'ai payé aucune taxe à l'entrée, mais j'ai passé beaucoup d'heures à regarder des bâtiments, d'apprendre un peu des confrères architectes ce qu'ils ont fait sur une partie nouvelle de la ville. Ouais. Et sur la partie Casablanca, quand je t'ai posé la question, s'il y a des projets que, pas dire que tu as honte, mais que tu aurais peut-être fait différemment, est-ce qu'il y en a un que tu en as en tête ou un truc d'urbanisme où tu dis, avec du recul, après chaque ville hein, a toujours des loupés, ça c'est normal. Est-ce qu'il y a un projet où tu te dis, bon, c'était à refaire quand peut-être le... C'est-à-dire, pour rester correct avec mes confrères et mes amis, je dirais, il y a plusieurs bâtiments. Moi, quand je passe et je vois un bâtiment, un immeuble ou une tour, ou je sais pas quoi, entièrement vitré, par exemple sur CFC, où on a oublié vraiment le côté durabilité parce que l'investisseur ou le maître d'ouvrage cherchait, je dirais, où il croyait être bien accompagné, ou bien sur un boulevard quelconque de Casablanca, avoir un mur rideau, alors qu'on pouvait très bien faire un beau bâtiment en respect de l'orientation, de l'environnement, et de provoquer, je dirais, une signature de cet architecte ou peut-être de cette société qui voulait se mettre en valeur ou être, je dirais, soulignée par rapport au standing de l'entreprise. Et on va terminer l'épisode avec la dernière question que je t'ai posée sur les rêves, soit en architecture, soit personnel, que tu n'as pas encore réalisé. Quel serait ce rêve pour finir sur une note positive? Euh, C'est-à-dire ce que j'aimerais réaliser peut-être, Oui, soit en une ville architecture, nouvelle. une ville nouvelle. Une ville nouvelle,
On est plusieurs à y travailler, pas seulement le seul architecte ou Arpio comme seul architecte, au contraire, parce que souvent, on oublie ça. On apprend beaucoup avec les autres aussi. Et en même temps, il y aura tellement d'intervenants, que ce soit les climaticiens, les thermiciens, les urbanistes, les géologues. C'est-à-dire, on peut, surtout qu'au Maroc, il y a moyen d'utiliser l'eau de pluie, il y a moyen d'utiliser le vent, d'utiliser le soleil. Soleil. Mon rêve, c'est de pouvoir réaliser peut-être une ville nouvelle à zéro énergie ou à énergie positive, où la ville produit de l'énergie, où la voiture, elle est presque inexistante. J'espère que le Maroc a un projet comme ça pour que tu puisses le réaliser avec tous les Au Maroc ou ailleurs, ça peut être Maroc ou ailleurs. en Afrique ou dans un autre monde. Si quelqu'un veut créer une ville nouvelle, bah, nous contacter directement en message privé. Et c'est là-dessus qu'on arrête cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager auprès de votre entourage. C'est important pour continuer l'aventure des Clés du Maroc. À très bientôt.